mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Eh bien, mesdames et messieurs, chers auditeurs, fidèles, bienvenue à ce nouvel épisode du Point littéraire, votre rendez-vous où les mots se frottent aux idées et où la littérature devient miroir de nos sociétés. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir non pas un, mais deux auteurs, deux voix singulières qui chacune à sa manière interroge nos imaginaires et bouscule nos certitudes. D'un côté, Stéphane Siziandi avec son ouvrage L'homme arrête de poisson d'Ange Demont nous plonge dans une métaphore aquatique troublante où l'humain se découvre prisonnier de ses propres eaux intérieures, oscillant entre pureté et tentation. De l'autre, Prince Bungu Batantou, auteur de L'argent à ton service, qui nous invite à dompter la peur de l'argent pour en faire un allié, un outil de liberté plutôt qu'un maître tyrannique. Deux univers, deux sensibilités, mais une même ambition, éclairer nos vies par la force des mots, entre la transparence d'un bocal rempli de poissons et l'éclat d'une pièce d'or transformée en visage. C'est toute la dialectique de l'homme moderne qui s'expose, spiritualité et matérialité, vertige intérieur et conquête extérieure. Alors, chers auditeurs, installez-vous, ouvrez vos oreilles et vos esprits. Le point littéraire commence dès maintenant. D'abord, l'argent à ton service, la liberté financière commence le jour où tu refuses d'avoir peur de l'argent. Alors, c'est Prince Bungu Batantou qui le dit. Lui, il est un salarié entrepreneur depuis plus d'une quinzaine d'années, avec près d'une décennie d'expérience dans le secteur bancaire, formateur en transformation personnelle et passionné de liberté financière. Il a accompagné déjà des milliers de personnes à reprendre le travail et sinon le contrôle de leur vie économique. Reconnu pour sa pédagogie simple, directe et transformatrice, il marie l'intelligence stratégique à la profondeur intérieure. Entre terrain entrepreneurial et rigueur corporate, son outil, sinon son parcours l'amène à une conviction forte. L'argent n'est pas un but, mais un outil au service de ta mission, de ta famille et de ton impact dans le monde. Ce livre est le fruit de son engagement à libérer les consciences et à faire de la souveraineté financière une réalité accessible. Il est avec nous, Prince. Bon après-midi et bienvenue sur le Point littéraire. Merci beaucoup, Jean-Jacques. C'est un plaisir en tout cas de t'avoir. Car Plaisir ça fait quand même plusieurs mois qu'on essaye, vous êtes entre plusieurs voyages, plusieurs activités. Et là, ça peut se comprendre, on l'a dit, vous êtes un salarié, mais vous êtes également un entrepreneur. Effectivement. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Ok, je suis banquier de profession déjà. Vous gérez de l'argent? Oui, donc je gère de l'argent, pas pour moi seulement, mais pour d'autres personnes. Et aussi plus pour les banques. Parce que je suis dans une banque qui travaille plus pour les banques. Donc on gère au quotidien ces transactions. Mais l'autre casquette, c'est celui de formateur qui aujourd'hui m'amène à aller un peu à gauche et à droite. Mais en dernier, je suis entrepreneur dans deux domaines qui me sont assez chers. Le premier, c'est l'éducation. On a une ONG, on a une école, mais aussi le transport en commun. J'aime bien ce domaine aussi. Est-ce que c'est parce qu'au quotidien, vous êtes appelé à gérer de l'argent que vous pensez que les gens ne gèrent pas bien leur argent et qu'ils devraient apprendre? Je dirais non, déjà. Le sujet de l'argent, c'est quelque chose qui est une expérience personnelle, déjà en premier. Mais en second, c'est aussi un sujet que je rencontre au quotidien. La chance que j'ai, c'est que j'ai
plusieurs personnes que je rencontre à travers mes différentes casquettes. Oui. Et les mêmes questions, les mêmes mots reviennent au fur et à mesure concernant la gestion optimisée de l'argent, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour les entrepreneurs. Et on voit bien dans votre livre qu'au constat global, peu importe votre classe sociale, ce n'est pas tant ce que vous gagnez, mais c'est ce que vous faites de votre argent qui compte le plus. Effectivement, l'argent, comme je ne cesse de le définir, c'est un outil. Et comme tout outil, l'argent n'a pas un esprit, si on peut le dire. L'argent suit le rôle que tu lui donnes. Si on décide aujourd'hui de prendre un exemple simple, et j'aime raconter cette histoire lors de mes formations, un papa a des fils jumeaux, décide le jour de leur 18e anniversaire de leur offrir un couteau. Oui. Et chacun décide d'en faire ce qu'il veut. Le premier décide d'utiliser le même couteau pour couper la route à des gens. Et le deuxième utilise le même couteau pour devenir l'un des meilleurs chasseurs du village. Ce qui revient à dire que le couteau n'est pas bon ou mauvais, mais c'est plutôt le rôle qu'on lui donne. C'est pareil avec l'argent. Si l'argent qu'on gagne, on décide d'en faire une chose positive, elle va avoir des résultats positifs. Mais si on décide aussi d'en faire des choses négatives, on aura l'impact négatif de ces actions-là. L'argent à ton service, un rêve, une utopie ou une possibilité? C'est une possibilité. Déjà, le concept le plus simple, c'est tout simplement dire que à partir d'aujourd'hui, une personne décide de ne pas être sous le contrôle de l'argent, mais plutôt d'être celui qui contrôle son argent, en lui donnant une direction. Beaucoup se lèvent tous les matins pour chercher de l'argent. Et très peu savent que l'argent peut être à notre service, même étant couché. Comment est-ce qu'on... Déjà, la liberté financière, de quoi il s'agit, si on veut être terre à terre? Ok, de façon terre à terre, la liberté financière pour moi, c'est avoir le choix. Oui. Aujourd'hui, on véhicule un message qui amène beaucoup de personnes à la perdition de dire que la liberté financière, c'est d'être à Dubaï, à la plage, et puis ne rien faire. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. La liberté financière, c'est avoir le choix. Être capable de dire aujourd'hui, je peux décider de travailler, je peux décider d'entreprendre, je peux décider de ne rien faire parce que j'ai quelque part des activités, des business ou des personnes qui travaillent de sorte que j'ai de quoi mettre le pain sur la table, de quoi aider ma famille ou même de quoi faire une activité qui va apporter un plus à la société. Donc il s'agit de mettre sur pied un mécanisme qui continue à tourner même lorsqu'on n'est pas là présent. Effectivement, c'est ça, être libre. Vous avez choisi de présenter la liberté, sinon la possible liberté financière en 10 chapitres. Vous avez même d'ailleurs ajouté un bonus en 11e. Est-ce que dans votre démarche avec ce livre, il y a, selon les chapitres, une volonté de partir d'un point A vers un point B? Qu'est-ce qui justifie votre démarche en termes de chapitres? Merci beaucoup déjà. Le livre, en réalité, est tout simplement les 10 années d'expérience que j'ai eues avec le coaching, parce que j'accompagne aussi des gens en tant que coach. Oui. Et j'ai voulu faire un coaching accessible, parce que, sans vous mentir, je n'accompagne pas tout le monde. Mais je sais que beaucoup de personnes ont besoin de cette connaissance. Et le livre a été fait de sorte que ça soit un coaching personnel, qu'une personne parte d'une étape 1 à arriver à la liberté selon ses choix. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'expérience a montré que sur plusieurs personnes accompagnées, chacun a une définition différente de ce qu'elle veut réellement obtenir à la fin de la vie. Donc il faut démarrer un peu comme faire son autopsie, avoir une vision claire de l'argent. Oui. Vous dites d'ailleurs dans votre livre qu'il faudrait qu'on se regarde un peu comme dans un miroir et qu'on se pose la question, si j'avais de l'argent tout de suite, à quoi ressemblerait ma vie? Effectivement. Aujourd'hui, si vous pouvez faire un exercice simple, c'est de demander à chaque personne quel est son idéal. Vous verrez que notre idéal est souvent flou, ou bien on va prendre l'idéal de quelqu'un d'autre au niveau de la télé, au niveau de la radio, ou même ce qu'on lit dans les livres. Alors que si on prend la peine de se poser la question, qu'est-ce qui serait pour moi quelque chose d'idéal? Pour moi, c'est quoi réellement ce que je veux? On verrait qu'on n'a pas souvent besoin des millions qu'on cherche. On a peut-être besoin de 500 000, de moins d'1 million ou parfois plus, dépendant de qui on est et de qu'est-ce qu'on veut réellement.
Dans le livre, vous dites, si vous donnez 1 million de francs CFA à quelqu'un qui n'a pas de vision, vous avez juste financé davantage sa confusion. Oui. Il faut donner de l'argent aux personnes qui ont une vision. Un capital, c'est pas nécessairement ce qui manque le moins, mais c'est davantage des perspectives claires. Comment est-ce qu'on arrive à se définir un chemin, un cheminement pour arriver à cette liberté financière-là? La première des choses déjà, c'est de faire comme on a dit, faire un miroir, se lever devant un miroir et se regarder. Oui. Et quand on veut se regarder, on a 2 aspects très importants. Le premier aspect, ce sont les revenus. Quelles sont mes sources de revenus? Comment je gagne mon argent? La deuxième des choses, c'est mes sources de dépenses. Oui. Où est-ce que mon argent part? Une fois que je suis capable de connaître d'où vient mon argent et où part mon argent, je fais tout simplement une soustraction. Ça va me donner soit un chiffre positif, soit un chiffre négatif. Si le chiffre est négatif, ça veut dire que j'ai beaucoup plus de dépenses que mes revenus. Et si le chiffre est positif, ça veut dire que j'ai une marge que je peux utiliser pour plus tard. D'où, c'est la première des choses à faire. Et la deuxième, maintenant, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux être? Avec un horizon défini. 3 ans, 5 ans, qu'est-ce que je veux devenir? Est-ce que je veux être au même point ou je vais aller un peu plus ou peut-être même je veux diminuer? Ça peut arriver. Donc c'est à partir de là qu'on sait, on est au point A, on veut aller au point B et les idées pour les outils nécessaires pour passer de A à B vont commencer à apparaître. Votre livre dit qu'il faut carrément tenir un cahier de compte. C'est-à-dire que chaque semaine, il faut pouvoir évaluer ce qu'on a dépensé, ce qui est entré. Et là, déjà, vous parlez d'une histoire avec une dame qui gagnait beaucoup d'argent, mais qui avait toutefois peur d'évaluer. Parce qu'elle se disait généralement, si je regarde mon compte, ça me fait peur. Faut-il aller jour après jour, marcher avec un calepin, noter chaque dépense de façon minutieuse ou chaque soir? Est-ce que c'est pas un peu... Ok. c'est une routine un peu difficile. C'est difficile, mais c'est ça qui fait la différence entre celui qui veut avancer et celui qui ne veut pas avancer. Oui. Je vais prendre l'exemple des sportifs. Si un sportif n'est pas à mesure de compter combien d'heures il fait de sport, combien d'heures il fait de telle activité ou telle activité, il ne peut pas savoir comment améliorer ce qu'il fait. Et là, aujourd'hui, grâce à la digitalisation, on n'est pas obligé de se promener avec un calepin. Oui. Moi, par exemple, j'ai une application dans mon téléphone qui, aujourd'hui, me permet de noter à chaque fois que j'ai une dépense. Et un exercice que je donne aux personnes qui sont dans les pays où il y a le mobile money, c'est de s'efforcer à dépenser avec son mobile money. Comme ça, à la fin, c'est tu tires un quantifiable. relevé, ça te donne une idée de combien tu as dépensé au plus à 80 voire 90% des dépenses. Donc, c'est un exercice qui peut être appliqué. Difficile mais facilement. nécessaire. Ouais, très Alors, vous nécessaire. dites que la pauvreté, elle est parfois mentale. Oui. Alors, dites-nous, on écoute bien des coachs en développement personnel et autres, même des motivateurs, dire toujours que la pauvreté, elle est mentale. Pourtant, c'est l'argent qui manque. On ne voit pas des billets ou des coupures entre nos mains. Ok. À partir de quel moment on dit que cette pauvreté, elle est d'origine mentale? Ok. On dit que la pauvreté, elle est mentale tout simplement parce que nous savons que ce que nous sommes, c'est l'esprit de nos pensées. Donc si aujourd'hui, je me dis qu'il y a un manque à ce niveau, ou bien lorsque je venais, je me dis que je ne peux pas parler, je n'ai rien à dire, Oui. je n'aurai rien à dire. Mais si je me dis que j'ai quelque chose à apporter et à partager à d'autres personnes, ce que je vais faire, je vais me préparer et donner ce que j'ai. Et c'est la même chose avec la richesse ou la pauvreté. C'est d'abord ce que nous sommes. Comment je pense? Est-ce que je crois qu'il y a les opportunités ou je crois qu'il n'y a rien? Je suis perdu, le pays m'a abandonné ou bien personne ne fait quelque chose pour moi dans la famille. Dès que je réfléchis comme ça veut dire que toutes les opportunités qui peuvent passer devant moi, je ne vais pas les voir. Mais si je suis quelqu'un qui se dit que c'est possible pour moi de faire quelque chose, d'avoir une source de revenus ou autre chose, je vais trouver des astuces ou des outils qui me permettront de pouvoir gagner de l'argent. Donc, au lieu de s'apitoyer sur son sort, il est question de voir peut-être au niveau des problèmes des opportunités. Effectivement. Des possibilités de transformer son environnement à travers ces petites difficultés que le voisin, le frère peut avoir. Alors, on avait toujours su que on est riche, ou alors on peut être riche lorsqu'on a beaucoup d'argent, c'est-à-dire un gros salaire. Mais vous nous dites non. Non.
Le gros salaire ne veut pas dire qu'on est riche du tout. Même pas juste le gros salaire, même le revenu. Je pense que chacun d'entre nous peut avoir une histoire d'un entrepreneur ou d'un salarié qui, pendant des années, était le riche, mais des années plus tard, passe le temps à demander de l'aide. Et ce qui revient tout simplement à dire que le revenu ne détermine pas ta richesse ou ta pauvreté. C'est ce que tu en fais. Si ton revenu, tu l'utilises à consommer tout simplement, à la fin, tu ne restes avec rien, ou tu vas même aller chercher des dettes pour pouvoir boucler les fins de mois. Le tout, ce n'est pas de chercher davantage de travail, davantage de sources de revenus. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Déjà, la première des choses à faire, c'est de savoir gérer ce que l'on a. Et moi, c'est pour ça que je reviens souvent sur la Bible qui dit « Celui qui est fidèle dans des petites choses, on lui confie de grandes choses. » Et on pense que ça ne s'applique que sur d'autres domaines, mais c'est sur tous les domaines de la vie et la gestion de l'argent aussi. Oui. Les gens aujourd'hui, je rencontre souvent les jeunes entrepreneurs, tu lui demandes de combien tu as besoin pour lancer un projet, il va te dire 200 millions, 500 millions. La question qui me suit, je lui pose la question aujourd'hui, je te donne 500 millions. En cas de problème, combien de membres de ta famille vont se réunir pour remettre les 500 millions? Pas beaucoup. Voilà. Alors on va marquer un break. Okay. On marque un break et on revient. Royal FM, la journée se termine. Les prix restent cassés. Momo, 1% retrait. Dépôt, paiement marchand et transfert. 0 frais. Étoile 126 dièse ou app. Nous sommes avec le prince Mbungu Batangtung. C'est donc l'auteur du livre L'argent à ton service, la liberté financière commence le jour où tu refuses d'avoir peur de l'argent. Tout le monde a peur de l'argent. Et on dit souvent que ceux qui ont beaucoup d'argent sont entrés dans des choses pas très claires. C'est ce qu'on a dit aux Camerounais. Et on le voit très bien si vous roulez avec votre véhicule en ville. Si un taximène, pas tous, hein, quelques-uns, venait à vous froisser, si vous sortez, on dit va avec ton argent sale. Ça, c'est pour désigner le véhicule que vous roulez avec. Ou même parfois, on dit que c'est le crédit. Même si on ne sait pas toujours où ça vient. Alors tout à l'heure, vous dites, si vous avez 200 millions, vous avez beaucoup d'argent, est-ce que quelqu'un pourra intervenir en cas de problème? Est-ce à dire que si on n'a pas des personnes dans la famille qui ont suffisamment d'argent, on ne peut pas s'engager? Non, déjà, c'est pour montrer à quel point on est dans un monde éphémère. Tu ne sais pas gérer 100 000. Tu veux qu'on te confie 200 millions. Je ne sais pas comment tu vas faire pour gérer. Et on a vu aujourd'hui des gens qui ont bénéficié des programmes, qui ont bénéficié de l'appui de l'État, mais qui, après 2 jours, la plupart du temps, dès que tu remets l'argent à ce jeune entrepreneur, il veut jouer le boss, va aller louer dans les meilleurs quartiers, va vouloir avoir un véhicule, va vouloir prendre des locaux au centre-ville parce qu'il doit dire, et il change de nom, il devient CEO, alors que s'il ne sait pas que l'argent qui rentre, c'est pour le projet, pour que ce même argent travaille et rapporte plus d'argent, pour que à la fin, ce soit les bénéfices que tu utilises pour faire tout ce que tu veux faire, là, il y a un problème. Pas le capital, les bénéfices. Non. D'où on revient sur la base. Tu ne sais pas gérer un peu, ne va pas à plus. C'est comme un enfant. L'enfant ne va pas se réveiller aujourd'hui, ne va pas ramper, mais va se lever. Imaginez un enfant de 2 semaines qui se lève et qui marche. On va tous fuir. Tout à fait. Mais alors qu'à 1 an, on commence à pousser l'enfant. Faut te lever. Parce que il y a une certaine maturité. Et c'est la même chose avec la gestion. Si on n'est pas capable de gérer un peu, le conseil que je donne aux gens, c'est de ne pas courir. Chaque personne a une étape et a une expérience dans sa vie. Il faut aller doucement. Il faut aller à son rythme. Il faut même être éduqué sur le plan financier. L'éducation financière, vous nous relevez dans le livre aussi que on est allé à l'école, on a appris à écrire, à calculer, mais ce qu'on ne nous a pas appris, c'est comment gérer de l'argent, comment générer et même multiplier de l'argent. Il faut revenir à cette école-là. Qui va donner les outils ou les instruments? Est-ce qu'il faut aller chercher sur Internet? Comme le savoir est désormais démocratisé. C'est une option, déjà. Maintenant, la difficulté avec ce qu'on trouve sur Internet, c'est que c'est généralisé. Oui. Et aujourd'hui, pourquoi même j'ai décidé d'écrire sur l'éducation financière? Parce que à chaque fois qu'on veut parler d'éducation financière, on fait référence au monde occidental. Mais qui ne comprend pas nos réalités à nous, qui ne cadre pas avec nos réalités. Il fallait tropicaliser le savoir. Il faut que ce soit un savoir qui est adapté. Comme on dit, la connaissance et les principes peuvent être mondiaux, mais le contexte d'application doit être pris en compte.
Moi, aujourd'hui, je ne vais pas conseiller aux gens de dire qu'il faut prendre des crédits de consommation pour construire, alors que chez nous, c'est des montants dérisoires et les intérêts sont très élevés. Vous voyez un peu? Alors qu'en Occident, c'est l'un des moyens qui peut te permettre d'aller plus vite. Prendre un crédit de conso, tu utilises ça comme une mise de fonds pour prendre un crédit immobilier et prendre un appartement ou 3 appartements et ainsi de suite. Ouais. Donc, toujours contextualiser. Et revenir à ce qu'on dit, on part à l'école. Moi, je peux vous prendre des exemples de banquiers qui sont de grands cadres, mais qui ont des problèmes de gestion d'argent. C'est pour dire que même celui qui garde ton argent a des problèmes d'argent. Parce que personne ne nous a enseigné que cet outil-là est très sucré quand il vient, mais peut aller à une vitesse compliquée. C'est vrai. Et si on n'est pas capable de contrôler ce passage-là, de l'entrée à la sortie, on se retrouve avec beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, quand quelqu'un va te demander « j'ai besoin que tu m'aides sur tel point », tu lui dis que tu n'en as pas, à la limite, il crie scandale. Parce que pour lui, tu as un seau d'argent que tu gardes déposé quelque part pour les problèmes d'autres personnes. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Pour revenir sur la question de la dette, et d'ailleurs, vous l'avez évoqué il y a un moment, la dette peut vous aider à passer un cap, comme la dette peut devenir aussi un outil de votre esclavage, si vous gérez mal. Aujourd'hui, et d'ailleurs, vous avez aussi noté que le crédit de consommation est dérisoire au Cameroun. Alors, faut-il s'endetter ou pas du tout? Je dirais qu'on peut s'endetter comme on ne doit pas s'endetter. Cela va dépendre toujours du contexte de la personne et de la situation. Et j'ai un de mes aînés qui aime me dire, il ne faut jamais oublier le contexte de quelque chose. Oui. Donc, dépendant du contexte, on peut soit s'endetter, soit pas du tout. Ne pas s'endetter. Maintenant, ce qui est recommandé, c'est de ne recourir à la dette qu'en extrême urgence. C'est à ce moment que l'éducation financière intervient, qui nous rappelle qu'à chaque revenu que je reçois, je dois toujours mettre une partie de côté. Chaque revenu, que ce soit un don qu'on m'a offert, que ce soit mon salaire. Il faut mettre de côté. Une partie doit être mise de côté. Un pourcentage? Pour le pourcentage, je dirais cela dépend aussi toujours de la personne. Moi, je peux être célibataire. Je n'aurais pas besoin d'avoir beaucoup plus de charges que d'autres personnes. Il y a des gens qui sont aussi célibataires, mais qui ont des responsabilités. Ont parfois des frères ou de la famille qui sont... Une grande famille élargie, des besoins et tout. Je ne vais pas lui dire qu'il doit imposer. C'est à lui, en fonction de ses responsabilités, de voir quel est le pourcentage que je peux mettre de côté et qui ne va pas me déséquilibrer. Parce que pourquoi les gens fuient d'être éduqués financièrement? C'est parce qu'à un moment donné, ça devient comme une contrainte. Oui. Je dois me serrer, alors que ce n'est pas se serrer, c'est plutôt mettre de côté. Et la règle que je conseille aux gens, c'est à chaque revenu que tu as, c'est de penser à ton présent, donc les charges d'aujourd'hui, ce que je fais, à ton passé, donc ce que j'ai consommé, ça peut être le loyer, ça peut être toute autre chose, ça peut être l'éducation des enfants, mais aussi au futur. Oui. Parce que personne ne connaît demain. Mais celui qui se prépare, et je vais prendre pour terminer une anecdote de la Bible, Joseph, lorsqu'il est passé sous le pharaon, a donné un conseil pour dire qu'il fallait mettre une partie, 20% de côté, pendant que la récolte était bonne. Et c'était un conseil donné par le Seigneur pour dire que il y a toujours des moments où tout va aller bien, mais il y aura des moments qui viendront éprouver si tu t'es réellement préparé. C'est pour ça que vous verrez que les gens confondent. Tu peux gagner une somme. Ça peut être un marché, ça peut être un business, ça peut être un salaire. Tu te dis que tout va bien pour toi. Mais ça peut être aussi un test de la vie pour savoir que, ok, moi je te donne 5 millions aujourd'hui. Je m'attends à ce que tu mettes au moins 1 million de côté. Mais tu ne le fais pas. Je t'envoie un problème d'1 million les 30 jours qui suivent. À ce moment, tu commences à chercher partout et recourir à la dette. Et aujourd'hui, on sait que les banques ne prêtent pas lorsque tu n'as pas un certain profil ou une certaine garantie. Tu vas aller prendre des usuriers qui vont te mettre 25, 30, parfois 50% c'est vrai. Sur ce que tu t'endettes. Parce qu'ils savent qu'effectivement, tu as un besoin immédiat. Et c'est ça qui devient ce boulet, on n'en sort plus. Aujourd'hui, je connais des aînés qui, parfois pour me faire rire, ils vont te dire, si j'avais ta connaissance, petit, tu vois le bâtiment qui est devant toi là, j'en aurais construit un aussi. Il faut dire que la dette, et vous l'avez dit, ça peut être un levier. Ça peut être également un motif d'esclavage. On écoute beaucoup de gens dire sur Internet qu'il faut trouver des moyens
de créer de l'argent même lorsqu'on dort. Et d'ailleurs, il y avait à un moment donné au Cameroun un intérêt particulier pour la crypto-monnaie où on disait tu dors et ton argent travaille pour toi. Aujourd'hui, est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité et dans quel secteur? On va pas donner tous les secteurs, peut-être les potentiels lecteurs et auditeurs qui nous écoutent en consultant le livre seront davantage édifiés. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Non, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Le problème qui se pose, c'est que pendant longtemps, je vais rejoindre mon confrère sur son livre qui a parlé de cupidité. Oui. Aujourd'hui, on a atteint un niveau de cupidité où on ne cherche pas à savoir comment mon argent va se multiplier. Et c'est ça, ce manque d'éducation. En éducation financière, on t'enseigne que l'argent va travailler. Et à chaque travail, il te rapporte des intérêts. Et ces intérêts sont quantifiés. Lorsque tu n'es pas capable de dire qu'est-ce que va faire exactement ton argent dans un business, il ne faut même pas y rentrer. Oui. Non. Et malheureusement, les gens adorent quand tu lui dis donne 1000 francs, tu auras 100 000 après 2 jours. Il ne veut pas savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Oui, parce que les gens ne sont pas éduqués. Il suffit de voir, aujourd'hui, on a les plus grands business du monde qui rapportent des milliards. Combien de ces business font des pourcentages de 1000%, 3000%? Il n'y en a pas beaucoup. Et combien payent par mois? La plupart, c'est à la fin de l'année. Et ils décident même en fonction des projets. Donc, c'est pour revenir à ta question, c'est possible d'avoir de dormir et son argent est multiplié. Toutes ces activités, je vais prendre une activité simple que nous tous on connaît. Être propriétaire d'un taxi, par exemple. Il paraît que les taximens dérangent aussi. C'est le chauffeur qui va travailler. Le chauffeur va déranger et on connaît tous la mentalité de nos frères et sœurs. On sait. Mais dans toute chose, comment font ceux qui sont dans ce business depuis des années? On ne veut pas se former. Et moi, je vais prendre mon exemple pour terminer. Lorsque j'ai commencé avec le business des taxis, j'ai pris mon courage d'aller voir un monsieur qui avait une vingtaine de taxis. Je suis allé le voir parce qu'on était au garage. Lui était venu avec, je crois, 4 ou 5 taxis. Je suis allé le voir pour lui dire que papa, je me suis lancé dans le business et j'aimerais comprendre comment ça marche. Il était choqué. Il me dit, mais la plupart des jeunes pensent connaître. C'est étonnant de voir. Comme tu l'as fait, je te donne rendez-vous chez moi dimanche prochain. Viens à la maison, je vais t'expliquer. Et ce qu'il m'a dit, je peux t'assurer que c'est des années d'échecs que j'ai échappé. Parce qu'il m'a donné des astuces. Pour finir, il m'a dit tout simplement la trilogie d'un business de taxi. Le véhicule, le chauffeur, l'argent. Ne les mets jamais ensemble. Jamais. Si tu réussis à les séparer, ton business, tu n'auras pas de problème. Pour tout contraire, comment est-ce qu'on fonctionne? Vous les séparez? Ou vous ne voulez pas dire? Vous gardez le secret pour vous. Mais c'est-à-dire que c'est faisable, mais il faut avoir de bonnes stratégies. Et maintenant, pour ceux qui ne veulent faire aucun effort, aujourd'hui, on a la bourse de la CEMAC, donc la BVMAC, qui te permet d'avoir entre 5 à 7% chaque année sur de l'argent. Tu ne fais rien, tu prêtes ton argent aux États et ils te remboursent. Il y a le chapitre 9 de votre livre qui est tout à fait édifiant. Ici, il s'agit pour nous d'un guide. Comment il faut construire son plan de liberté en 12 mois. Et là, on va laisser que les auditeurs découvrent le livre parce que le livre est disponible un peu partout. Et vous allez dire où exactement. Mais parlons aussi du budget, la question du budget. C'est un GPS pour vous. C'est indispensable d'en avoir pour la famille, pour la maison et même pour sa progression. Comment est-ce qu'on réalise un budget simple? Allons sur des exemples concrets. Le mari touche 300 000 francs CFA. Bon, là, je suis peut-être excessif. Allons sur un cadre d'entreprise au Cameroun qui peut avoir 300 000 francs CFA. Il a une femme. Bon, l'argent de la femme, on dit que c'est pour elle. Disons que de temps en temps, elle peut y apporter, en termes de contribution, 100 000. Comment est-ce qu'on s'organise pour dresser le budget à la maison avec les 400 000 que nous avons sur la table? Déjà, avant de parler budget, on va parler vision. Quelle est leur vision? Parce que c'est le budget qui va accompagner la vision. La vision, oui. Supposons que nous, on veut vivre la vie d'Aloca. Donc, on doit nous voir. Il faut aller de temps en temps. À ce moment, on va budgétiser en fonction de ça. Que peut-être 50% de notre budget, c'est pour les voyages. Comme ça, on a tout le temps des photos à publier pour que les voisins puissent voir et la famille. Ou on aimerait construire. Je prends un exemple sur le même cas des personnes qui veulent être propriétaires d'ici 7-10 ans.
Oui. Ils veulent avoir un chez eux ou des locataires. Ces personnes vont devoir mettre un maximum en ce qui concerne l'épargne. Vont devoir commencer par l'épargne. Comme je le dis toujours, pour moi, l'épargne, c'est la première dépense qu'il faut faire. Vraiment, c'est la première dépense à faire. Et on rentre là, avec son argent, d'abord l'épargne. Et là, ils vont voir en fonction de leurs responsabilités. Est-ce qu'on va vivre dans un quartier UP pour que ça nous coûte très cher en loyer ou, vu nos projets, on va aller un peu plus loin. Ça veut dire qu'on aura des coûts supplémentaires en termes de transport. Et ces décisions sont en fonction, comme je l'ai dit, de la vision. Une fois qu'on a la vision, on sait qu'est-ce qu'on va devoir mettre en priorité. Parce que le budget nous ressort ce dont on a besoin pour atteindre notre objectif. Donc, les gens ont peur du budget parce qu'en réalité, ils n'ont pas de vision. Toutes les entreprises qui se respectent ont un budget. Et c'est même le budget qui te permet de savoir si tu étais réaliste ou pas. C'est parce que tu arrives à voir, et faire le budget est une étape, mais il faut aussi le revoir au fur et à mesure. Peut-être à la fin de chaque mois, s'asseoir avec madame. Ok, madame, on avait prévu faire telle chose. Avec l'argent qu'on a pu faire, voilà ce qu'on a fait, voici ce qui reste. Et ensemble, on décide, est-ce qu'on met ça plus du côté de l'épargne ou bien cet argent, on fait plaisir aux enfants. Aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas à passer du temps avec leurs enfants alors qu'ils gagnent bien. Tout simplement parce que rien n'est planifié. Et tout ça vient de la vision. Qu'est-ce qu'on veut? Et la vision va toucher les piliers les plus essentiels de la vie spirituelle. Comment on va passer notre vie? Est-ce qu'on va s'attacher à un Dieu ou chacun pour soi, Dieu pour tous? Deuxième des choses, la santé. Est-ce qu'on va investir dans notre santé et celle des enfants? Troisième point, les relations. Comment on va vivre avec nos familles et nos semblables et tout autre. Et quatrièmement, la partie professionnelle qu'on néglige beaucoup, surtout dans les couples. Monsieur va aller très loin dans les études, mais madame, elle est obligée de rester à la maison. Ça crée un déséquilibre. Ça fait même que tout le monde doit aller. Effectivement, tout le monde doit aller puisqu'on a une vision commune. C'est pour ça qu'il faut commencer par la vision. S'il n'y a pas de vision, on perd. Et le dernier point, c'est financier. Qu'est-ce qu'on veut devenir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, financièrement? Est-ce qu'on va continuer à appeler les parents lorsque on nous demande de payer la pension des enfants? Ou bien on veut nous aussi être capable de dire, ok, tel neveu, on aimerait le soutenir, ou bien telle personne qui a eu le bac, on va lui offrir une bourse ou quelque chose comme ça. J'aimerais dire que tout ce que vous avez eu à dire, c'est dans ce livre L'argent à ton service, la liberté financière, commence le jour où tu refuses d'avoir peur de l'argent. Où est-ce qu'on peut avoir le livre? Si on est à Yaoundé, si on est en Centrafrique, comment est-ce qu'on fait pour avoir le livre? Ok, le livre est disponible avec les éditions Argent Livre. Donc ils sont ici à Yaoundé, ils sont aussi en Europe. Mais il est aussi disponible à travers Amazon. Donc pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent avoir accès à ça sur Amazon. Donc, et aussi, ils peuvent soit me contacter ou on a des points relais à Brazzaville, Djamena, Libreville. Vous avez une adresse, je veux dire, une page web, Facebook ou autre? J'ai plusieurs comptes qui sont liés à ma personne, donc toujours Prince Mongo Batantou, mais j'ai aussi une page Facebook que j'ai créée pour partager un peu sur ces domaines, discipline, éducation financière. Ça s'appelle Réussir dans ma vie, Prince MB. Donc c'est là-bas qu'on partage un peu tout ce qui est lié à l'empowerment de l'être humain. D'accord, merci. Merci d'avoir partagé avec nous, mais surtout vous ne bougez pas.